Bonjour à tous, Sanata Koulibaly au micro, voici le sommaire de notre bulletin. À Cuba, la CIA active une cellule secrète pour semer la division au sommet du pouvoir à la Havane. Israël et États-Unis, Netanyahou rejette en direct le plan de désarmement du Hamas voulu par Trump, une rupture publique rarissime entre les deux alliés. En Colombie, le bilan du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé lundi l'ouest du pays s'alourdit encore. Au moins 111 morts et 87 blessés selon les derniers chiffres officiels. Au Sénégal, la bataille Diomaye Sonko se dessine avant les prochaines échéances électorales. Au Mali, relance des relations diplomatiques avec l'Algérie, le centre de santé fermé au centre du pays et progression de l'automédication à Sikasso. Nos correspondants nous en diront plus dans ce journal. Au Mali, relance des relations diplomatiques avec l'Algérie, centre de santé fermé au centre du pays et progression de l'automédication à Sikasso. Nos correspondants nous en diront plus dans ce journal. Et enfin, les arts martiaux comme armes d'émancipation. Aïda Tiama porte le combat des femmes sur le taekwondo au Mali. Tout de suite dans le journal. Nous commençons par la Colombie où le bilan du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé lundi l'ouest du pays s'alourdit d'heure en heure. Le président a décrété l'état d'urgence nationale alors que les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres à Cali, Pereira et Manizales. Nathalie Jean. Le bilan du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest de la Colombie lundi s'élève désormais à au moins 111 morts et 87 blessés, un chiffre en évolution alors que les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres à Cali, Pereira et Manizales. Le séisme, le plus puissant à toucher le pays depuis le début du siècle, a eu son épicentre près de San José del Palmar, dans le département du Chocó, selon l'USGS, et a été ressenti jusqu'à Bogota, ainsi qu'en Équateur, au Venezuela et au Panama. Plus de 1500 habitations et 61 bâtiments effondrés ont été recensés, et plusieurs milliers de personnes seraient encore portées disparues selon des bilans provisoires. Le président colombien Abelardo de la Espriella a déclaré l'état d'urgence national et annoncé le déploiement de tous les moyens disponibles pour venir en aide aux communautés touchées. Trump exfiltré secrètement de Turquie dans un conteneur de catering face à une menace iranienne. Des responsables américains de haut rang ont orchestré une opération de tromperie élaborée pour faire quitter discrètement le président Donald Trump de la Turquie après le sommet de l'OTAN à Ankara le 8 juillet 2026. Face à une menace crédible d'Iran visant le président et Air Force One, Trump a embarqué publiquement à bord de l'ancien Force One Boeing 747 bleu devant les caméras avant d'être discrètement transféré via un conteneur de catering élevé du côté opposé de l'avion vers un C-32A militaire variante du Boeing 757. Il a rejoint secrètement la Grande-Bretagne tandis que les journalistes et une partie du personnel de la Maison-Blanche à bord de l'ancien Air Force One servaient involontairement de leur. Arrivé en Angleterre, Trump a été discrètement réintégré dans l'ancien appareil avant de rejoindre le Boeing 747-8 offert par le Qatar pour le retour à Washington. Cette opération, relevée par le Washington Post et confirmée par le New York Times le 10-11 août 2026, a été montée en quelques heures. L'administration avait officiellement justifié le changement d'avion par un simple pour le plaisir du bon vieux temps. Les pays du Golfe expriment une vive frustration envers Washington, entraînée dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie, frappée par des drones et missiles iraniens et mal informée des frappes américano-israéliennes. Paradoxalement, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et le Qatar poussent désormais Trump à poursuivre les frappes, craignant un Iran affaibli mais non vaincu. Ce matin, le Qatar a concentré son point de presse sur la négociation Oman-Iran concernant la sécurité du détroit d'Ormuz, jugé à un stade critique avec les signaux positifs de Téhéran et de Mascate. Doha a réaffirmé son rejet de toute instrumentalisation politique du détroit et appelé à sa réouverture inconditionnelle dans le respect du droit international.
Direction le Moyen-Orient avec une information qui vient fragiliser un peu plus l'alliance entre Washington et Tel Aviv. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté ce dimanche le plan porté par Donald Trump pour désarmer le Hamas à Gaza. Un des aveux rares et publics envers l'administration américaine qui pourrait rebattre les cartes de la relation israélo-américaine. Nourdine Salah nous fait le point. Selon le New York Times, c'est un plan qui a 15 points, soutenu par l'administration Trump, pour le désarmement du Hamas à Gaza. Porté par le Board of Peace de Donald Trump et présenté fin juillet comme un accord historique, le texte prévoyait que le Hamas remette progressivement ses armes à une nouvelle administration palestinienne, en échange d'un retrait graduel de l'armée israélienne des zones qu'elle contrôle encore, soit plus de la moitié du territoire. Benjamin Netanyahou a déclaré lors d'une réunion gouvernementale « Je veux être clair ici, Israël écarte le plan en 15 points ». Il a précisé que l'armée israélienne ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé, armes lourdes comme légères, et non d'un désarmement fictif. Ce rejet marque une rupture publique inhabituelle entre Netanyahou et Trump. Le Premier ministre a par ailleurs réaffirmé qu'aucun État palestinien ne serait créé, ni à Gaza ni en Judée-Samarie, tant qu'il restera au pouvoir. Les deux capitales affirment toutefois rester en discussion. Nourdine Salah pour Radio Kunafoni. Direction les Caraïbes à présent, où Washington relance la pression sur la Havane. Selon les révélations du New York Times dimanche, la CIA a discrètement mis en place une cellule opérationnelle secrète entièrement dédiée à Cuba. On fait le point sur cette nouvelle escalade entre Washington et la Havane avec Gauthier Thiami. Selon le New York Times, qui a révélé l'information le 5 août 2026 dernier, la CIA a mis en place une cellule opérationnelle secrète entièrement consacrée à Cuba. Toujours selon le New York Times, cette unité regroupe des officiers chargés de recruter et gérer des sources, des analystes en cyberopération et des officiers d'influence clandestine. Son mandat, creuser des fissures au sein de l'élite politique cubaine pour favoriser l'émergence de dirigeants jugés plus pragmatiques, en s'appuyant notamment sur le suivi de flux financiers opaques liés aux dirigeants en place. Contrairement à la cellule Cuba, créée en 1960, qui avait supervisé le débarquement raté de la baie des Cochons en 1961, celle-ci n'est pour l'instant pas autorisée, selon le New York Times, à mener des opérations létales et ne dispose pas de partenaires cubains armés sur le terrain. L'administration Trump a par ailleurs classé Cuba priorité numéro 1 dans son cadre de renseignement, au même rang que la Chine, l'Iran et la Russie. Selon les autorités cubaines, citées par plusieurs médias, cette initiative n'est que la poursuite d'une longue campagne américaine d'espionnage, de subversion et de déstabilisation. La CIA, de son côté, a refusé de commenter l'information auprès du New York Times. Nous sommes au terme de la première partie du journal. Restez connectés. Nous vous retrouvons juste après la promo. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connectés. Voici la suite du journal. Au Sénégal, à l'approche des prochaines échéances électorales, plusieurs mouvements et partis ont rejoint la nouvelle formation politique du président Bassirou Diomaye Faye, qui raille les patriotes républicains. Parallèlement, son ancien mentor et rival Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale et leader du parti PASTEF, a rassemblé des milliers de partisans ce week-end dans la région de Louga, dans le cadre de la campagne de vente des cartes d'adhésion de son parti. Namadjara, notre correspondant à Dakar, nous en dit plus. Le débat politique au Sénégal se précise à l'approche des prochaines échéances électorales. Dans un contexte de recomposition politique et de tensions au sein de la coalition au pouvoir, le docteur Abdul Aziz Mbouch, maire de Djenné, universitaire et membre fondateur du parti Kiraï, les patriotes républicains, défend une ligne claire qui est de renforcer le président de la République Bassirou Diomaye Faye sans faire de PASTEF un adversaire.
Pour Dr Mbodj, la dynamique autour de Kiraï dépasse les frontières d'une seule formation politique. Il affirme que plusieurs personnalités ayant initialement fait un autre choix politique manifesteraient désormais la volonté de se rapprocher du chef de l'État. Il y a encore des ralliements. Beaucoup de gens veulent venir, beaucoup de directeurs, même certains ministres qui avaient choisi de ne pas rallier veulent aujourd'hui revenir aux côtés du président Diomaye, soutient-il. Parallèlement, dans le camp de l'ancien mentor et rival du président Diomaye, bien que le docteur se garde de confirmer explicitement cette adversité, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a effectué des tournées de terrain à travers le pays. Ces visites visent à lancer et à dynamiser la vente de nouvelles cartes d'adhésion du parti PASTEF, une campagne officiellement débutée le 4 juillet 2026. Il s'est rendu dans diverses localités du territoire national. L'objectif principal de cette campagne d'adhésion est de mobiliser la base militante et de permettre au PASTEF d'atteindre son objectif d'1 million de membres. Ces déplacements cherchent également à renforcer l'ancrage local du parti et à stimuler la mobilisation des militants. La tournée de Ousmane Sonko s'est achevée le samedi 8 août 2026 dans la région de Louga, nord-ouest du Sénégal, par un grand rassemblement et un discours politique combatif axé sur l'accélération du calendrier électoral. Le leader du PASTEF a directement interpellé le président Bassirou Diomaye Faye au sujet de la date des prochaines élections locales. Cette prise de position intervient dans un contexte d'interrogation quant à la tenue des prochaines élections locales au début de l'année 2027. Nama Diarra, Dakar pour la Radio Kunafoni. Au Nigeria, de nouveaux détails émergent sur le complot présumé de coup d'État déjoué en septembre 2025 contre le président Bola Tinubu. Le colonel Mohamed Mahdi, présenté comme l'un des cerveaux, a reconnu dans des documents judiciaires avoir agi par frustration face à l'insécurité, la corruption et les difficultés économiques. L'affaire continue de faire grand bruit à Abuja. Le dimanche 9 août 2026, l'Algérie a officiellement invité le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, à effectuer une visite de travail à Alger. Cette démarche marque un tournant majeur et accélère le processus de réconciliation entre les deux nations voisines après plusieurs mois de vives tensions diplomatiques. Plus de détails avec Tidiane Bamadio, notre correspondant à Bamako. L'invitation a été transmise lors d'un entretien téléphonique entre le Premier ministre algérien Sifi Grieb, nommé en août 2025, et son homologue malien Abdoulaye Maïga, agissant sur l'instruction directe du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cet échange, les deux chefs du gouvernement ont abordé plusieurs questions liant le Mali et l'Algérie, telles que la volonté commune de donner une nouvelle dynamique à leurs relations historiques et revitaliser la coopération économique et politique sécuritaire. Une convergence de vues sur la transformation de la région du Sahel en une zone d'échange et de développement partagé, exemple de terrorisme et d'ingérence extérieure. Concernant la normalisation des transports, le Mali a confirmé la réouverture de son espace aérien aux avions algériens, tandis que l'Algérie applique le principe de réciprocité au vol malien. Cette évolution fait suite à une importante allocution du Premier ministre malien dressant le bilan de la période de transition de 5 ans dans laquelle il a affirmé qu'il n'y avait pas de rupture diplomatique et que les divergences passées étaient désormais dépassées. Les relations s'est fortement dégradées en 2024 et 2025 à la suite de l'abandon par Bamako de l'accord d'Alger et d'acquisition mutuelle concernant la sécurité transfrontalière. Le processus de normalisation avait concrètement débuté un mois plus tôt, le 10 juillet 2026, avec le retour officiel des ambassadeurs de deux pays à leurs postes respectifs. Aucune date précise n'a encore été annoncée pour la visite effectuée du général Maïga à Alger. Tidiane Bamadio, Bamako pour la Radio Kunafeni. Au centre du Mali, une attaque revendiquée par le JNIM a visé dimanche 9 août le camp militaire de San, faisant au moins 10 morts selon les sources sécuritaires citées par AFP. L'armée malienne affirme que la situation est sous contrôle. Le procès en appel de Mohamed Youssouf Bachili, dit Rasbaf, et de Rokia Doumbia, dit Rose Poivron,
poursuivi pour association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État, s'est ouvert lundi à Bamako et se poursuit ce mardi. Cap maintenant sur Sigasso, le sud du Mali, où l'automédication est devenue une pratique courante. De nombreuses personnes préfèrent acheter des médicaments en pharmacie ou même sur le marché sans consulter un médecin. Cette habitude soulève des préoccupations majeures en matière de santé publique. Depuis Sigasso, nous retrouvons notre correspondante Awa Bamba. Des pharmaciens expliquent cet état de fait par les coûts élevés des consultations médicales, l'encombrement des centres de santé et la méconnaissance des risques liés à l'automédication. Youssouf Kone, pharmacien à Sikasso Médine. Il y a des gens qui recourent pour plusieurs raisons, donc qui peut être un gain de temps, éviter d'attendre un rendez-vous médical ou de se rendre chez le médecin pour des symptômes jugés bénis. Donc beaucoup ignorent les dangers liés à une mauvaise utilisation des médicaments. Du côté des clients, certains affirment connaître les médicaments qui marchent. Pour eux, souvent sur la base d'expériences passées ou des conseils des proches. C'est l'avis de cette cliente. À chaque fois que je me sens malade de paludisme, je préfère prendre la dose unique de 4 médicaments. Sinon, partir à l'hôpital, c'est une perte de temps et ce n'est pas facile pour un malade d'attendre longtemps. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Selon eux, l'automédication peut entraîner des conséquences graves. Adjara Ouattara, sage-femme au centre de santé de référence de Sikasso. Les erreurs de dosage, prise de médicaments inadaptés, résistance aux antibiotiques ou encore aggravation des maladies. Nous recevons souvent des patients dans un état critique parce qu'ils ont pris des mauvais médicaments ou même trop tard. Face à cette situation, plusieurs acteurs de la santé appellent à renforcer la sensibilisation et l'éducation sanitaire. Ils soulignent également la nécessité de réguler la vente de médicaments dans les marchés et d'améliorer l'accessibilité des soins de santé pour tous. Hawa Bamba, Sikasso pour Radio Kunafoni. Dans le cadre de l'année de la culture et de l'éducation, Madame Aïda Chama, ceinture noire 4e dan de taekwondo et présidente de l'association des femmes pratiquantes des arts martiaux au Mali, porte un projet pour faire des arts martiaux un outil d'éducation et d'émancipation des femmes avec l'appui de Madame Mariette Diko, présidente de MADI, sur le volet culturel autour du Bogolan récemment labellisé. En nous précisant pourquoi les arts martiaux sont aujourd'hui un véritable levier d'émancipation pour les femmes maliennes, Aïda Chama répond aux questions de Sanata Coulibaly. Merci pour cette opportunité. Les Journées nationales des arts martiaux féminins sont une initiative de l'association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali AFM, visant à promouvoir la pratique des arts martiaux auprès des femmes et des jeunes filles, tout en mettant en lumière les valeurs qu'ils transmettent, tels que la discipline, le respect, le courage, le dépassement de soi et le leadership. Cette année, nous avons souhaité donner une dimension encore plus forte à cette initiative en associant le sport à la culture et à l'éducation. Lorsque j'ai présenté cette vision à Madame Mariette Diko, qui est ma maman, elle y a immédiatement adhéré. Grâce à son expérience et à ses conseils, nous avons intégré la valorisation du patrimoine culturel malien, notamment le Bogolan, de montrer que notre identité culturelle et notre discipline sportive peuvent évoluer ensemble. Aussi, les Journées nationales des arts martiaux féminins s'inscrivent donc pleinement dans l'année de la culture et de l'éducation parce qu'elles contribuent à former des citoyens responsables, à promouvoir nos valeurs culturelles et à renforcer la confiance des femmes et des jeunes filles à travers le sport. Quel est l'objectif du grand événement que vous préparez autour des arts martiaux, de la culture et du Bogolan et quand aura-t-il lieu? Les Journées nationales des arts martiaux féminins se dérouleront au Palais des Pionniers et promettant un programme riche et innovant, des défilés de mode mettant à l'honneur le Bogolan et les savoir-faire de nos créateurs afin de créer un véritable dialogue entre le sport, la culture et l'artisanat. Aussi, le moment fort de cette édition sera sans doute la nuit AFPAM Awards, une cérémonie de distinction
qui récompensera des femmes ayant marqué les esprits par leur engagement et leur contribution au développement de leurs fédérations respectives. Notre ambition est de faire de cet événement un grand rendez-vous national où le sport, la culture, la mode et les valeurs de paix, de cohésion sociale et de leadership féminin se rencontrent. Quel est le message que vous avez à adresser aux femmes et aux jeunes filles maliennes qui hésitent encore à pratiquer les arts martiaux? J'encourage toutes celles qui hésitent encore à pratiquer un art martial à franchir le pas. Les arts martiaux ne forment pas seulement des championnes. Non, ils forment des femmes confiantes, disciplinées, responsables et capables de relever les défis de la vie. C'était Madame Aïda Thiama, présidente de l'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali, au micro de Sanata Coulibaly. C'était votre journal sur Radio Kunafoni. À très bientôt. Vous écoutez Radio Kunafoni en direct de Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Retrouvez-nous en direct sur radiokunafoni.org ainsi que sur iPhone via votre application radio App Store et sur MyTuner, Radio FM, Radio Free et Radio Line.